Welcome everyone, chers amis d'Africa 21, Genève, Sénégal, Cameroun, France, mesdames et messieurs. C'est avec un grand honneur que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence en ligne, conjointement organisée par Africa 21 Sénégal et Africa 21 sur le thème suivant l'économie immédiate, modèle d'application des ODD avec les cas de la structuration du secteur agricole au Sénégal. À la suite des propos introductifs du président Africa 21 Sénégal, M. Mamadou Diop, nous aurons le privilège d'écouter Dr. Alioune Dione, fondateur de Afrimation pour l'économie immédiate en nation, président Africa 21 Sénégal. Nous présenter le concept d'économie immédiate et son application en faveur des objectifs de développement durable dans le cadre de la structuration du secteur agricole au Sénégal. En échange avec les participants, on suivra et nous conclurons la séance dans une heure et on va présenter les conclusions de cette conférence en ligne. Sans tarder, je te donne la parole à Monsieur Diop qui va introduire le thème et au nom de Africa 21 Sénégal. Un grand merci à tous et Mamadou, vous avez la parole. Merci beaucoup Hugo. Donc comme vous l'avez dit, voilà, cette conférence ou bien la présentation d'aujourd'hui va entrer dans le cadre des événements organisés par Africa 21 à travers ses antennes régionaux notamment. Et ça aussi pour montrer que en dehors de ce qui se fait dans la Genève internationale, Africa 21, dans la mesure du possible, d'essayer de créer un maximum de synergie dans des thématiques événementielles ayant trait au développement du continent africain. Et c'est dans ce cadre que certains programmes des Nations Unies, comme celui des objectifs du développement durable, constituent un véritable soubassement de travail pour Africa 21 à l'image donc de la conférence de ce soir. Comme sans doute la plupart d'entre nous le savent, hein, depuis septembre 2015, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, différents objectifs de développement durable ont été ajoutés aux objectifs de développement humain à travers notamment le programme des ODD. Ceux-ci sont composés de 17 objectifs, lesquels sont éclatés en 169 cibles. Et les ODD se rapportent principalement à 3 dimensions, si on peut simplifier de façon synthétique. À travers donc 2 dimensions, protection de l'environnement et la croissance économique, la communauté internationale, est-ce que vous m'entendez? Oui, continue. Okay. Très bien. Ok, merci. Je disais que donc à travers ces 2 dimensions, protection de l'environnement et la croissance économique, la communauté internationale s'implique davantage aux objectifs environnementaux à travers lesquels l'agriculture au sens large occupe une place prépondérante, plus particulièrement dans les pays africains, où le secteur à lui seul contribue à autour de 34% du PIB. Cela aussi permet de voir justement le contexte africain, la place de l'agriculture qui, au-delà d'être un élément économique, est aussi social. Et c'est justement sur ce point précis que la conférence d'aujourd'hui va porter, à travers une approche moderne qui est en train de faire son chemin, notamment ici au Sénégal, particulièrement en tout cas en Afrique de l'Ouest, connu sous le nom économie immédiate. Notre intervenant d'aujourd'hui, précurseur de la dite approche ici au Sénégal en tout cas, va essayer de nous présenter son approche et dans quelle mesure son intégration pourrait être utile dans la mise en œuvre du programme des ODD. Pour cela, il existe un certain nombre de questionnements sur lesquels nous attendons l'intervenant, par exemple, faisant le lien entre l'économie immédiate et les ODD. Il s'agit principalement, entre autres bien sûr, quelle est son approche? L'approche de l'économie immédiate, qu'est-ce qui la différencie des autres approches telles que l'économie sociale et solidaire, l'économie du développement ou même la socio-économie? Je parle de ces approches-là parce que ce sont tous des éléments qui ont trait à l'économie et quand même qui partent de la base. Quand on parle aujourd'hui
l'économie du développement, de la socio-économie, ce sont des éléments qui sont intéressants dans ce contexte-là. Et on aimerait bien aujourd'hui avoir une clarification auprès de Alioune pour que ceux qui sont présents aussi comprennent davantage, je pense. Il y a aussi d'autres questionnements. Comment le programme des ODD peut-il s'approprier des outils de l'économie immédiate, notamment dans le contexte sénégalais? Que pouvons-nous attendre d'elle dans la structuration ou restructuration du secteur agricole sénégalais, parce qu'on a beaucoup parlé de cela. Et voilà tant de questions qui nous interpellent en tant qu'acteurs passionnés ou intéressés du développement du continent. Et parlons maintenant de notre conférencier d'aujourd'hui, Dr Alioune John. De façon directe ou indirecte, il va essayer de répondre à ces interrogations. Mais vous savez, Dr Alioune John aussi est quelqu'un de bien renommé au Sénégal, hein, qui a fait aussi beaucoup d'études sur beaucoup de questions aussi relatives à l'économie sociale, à l'économie du développement. Dr Alioune John est économiste et socio-économiste, expert en management public et stratégie de développement. Il est fondateur d'Africam Action et concepteur de l'approche économie immédiate qu'il va nous présenter aujourd'hui. Dr John est le premier président d'Africa 21 et reste toujours membre de l'association et même est le président d'honneur de l'Africa 21 ici au Sénégal. Il est également chercheur et enseignant associé à l'Université du Sahel, à l'Université Alioune Diop de Bambey et à l'Institut africain du management. Avant de passer la parole, je précise que M. John a fait récemment aussi des publications, d'ailleurs, qui ont un certain lien avec ce qu'il va présenter aujourd'hui. Sénégal post-Covid, souveraineté et rupture, dimension intégrative de l'économie immédiate comme modèle de résilience face au choc pandémique. Monsieur John, vous avez la parole. Merci beaucoup, Président Mamadou Diop. Bonjour Julien, bonjour Alex, bonjour au Président Hugo, bonjour à tous les participants de manière générale. Je vous salue tous à vos titres, rangs et grades respectifs. C'est un réel plaisir pour moi de vous faire cette présentation sur l'approche économie immédiate, qui est un concept issu d'un benchmark à partir de la Thaïlande. Et je crois que je vais faire la présentation en une vingtaine de minutes maximum. Donc, c'est l'économie immédiate, modèle d'application des objectifs de développement durable à partir du cas de la structuration du secteur agricole. Cela dit, le plan sera présenté comme suite. Nous allons d'abord faire la genèse et la présentation de l'économie immédiate, du concept. Ensuite, nous allons dégager les caractéristiques et méthodologies de mise en œuvre du concept d'économie immédiate. Ensuite, nous allons faire une clarification conceptuelle parce qu'on a jugé nécessaire de préciser le pourquoi de l'utilisation de certaines notions qui sont intrinsèquement liées à la mise en œuvre du concept. Ensuite, nous allons aborder la question de la structuration du secteur agricole à partir de l'approche économie immédiate. Ensuite, nous allons parler du cas de la contribution à l'application des objectifs de développement durable, notamment avec le secteur agricole. Et enfin, nous allons terminer par l'indicateur de souveraineté économique immédiate à partir duquel nous allons vous donner un exemple d'illustration concrète. Pour ce qui est de la genèse de l'économie immédiate, tout est parti d'un constat. On nous a présenté à l'issue d'un séminaire qui s'est tenu en 2017, en décembre 2017, à l'université Mae Fah Luang de Chiang Rai, à Thaïlande. On avait un séminaire international où on faisait la revue d'un ensemble de modèles de politique de développement. Alors, à l'issue de cette rencontre, on a présenté le modèle thaïlandais. Le séminaire portait sur l'économie suffisante de la théorie à la pratique vers une standardisation. Alors, à l'issue de cette présentation, j'ai pu voir à
ce que j'appelle l'immédiateté. Autrement dit, l'immédiat, c'est le spatial et le temporel. Les enjeux liés à ce moment précis sur le plan anthropologique de manière générale et dans une sphère bien déterminée. Donc, c'est ça l'immédiat. Alors, quel est donc le modèle économique qui doit en fait être prôné pour qu'il y ait le maximum d'impact au sein des résidents d'un espace donné? Et c'est là que j'ai pu voir que l'économie immédiate est en fait, l'immédiateté est en fait un élément qui se trouve pratiquement dans toutes les nations. Chaque nation a une économie qui peut être assez valorisée pour l'ensemble des résidents de ce terroir. Alors, comment faire maintenant pour aller vers cela? C'est à partir de là qu'on a mis en place un modèle que nous avons appelé l'économie immédiate, qui est à la fois une pratique économique, une politique publique, et on s'est rendu compte qu'il y a une heureuse coïncidence avec de nombreuses pratiques de développement à la base menées au Sénégal par les associations et ONG. C'est à notre avis cela que le roi Raman IX a systématisé un modèle politique, en commençant d'abord par la cour royale, et après l'avoir appliqué plusieurs années, il a pensé maintenant en faire un modèle pour toute la nation thaïlandaise. Cela a permis à la Thaïlande de faire des progrès assez significatifs. Alors, c'est une orientation politique donc qui, en réalité, a existé au Sénégal avec le premier président Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia. Mais ce qu'il faut retenir par rapport à cette genèse, c'est que nous sommes dans une systématisation d'un modèle économique basé sur l'immédiateté. Et là, je fais allusion à ce que Keynes disait par rapport aux idées, au savoir, à l'art, l'hospitalité, les voyages, qu'il considère comme les seuls éléments qui doivent être internationaux, mais que l'économie soit en tout cas, soit nationale par rapport aux biens qui sont les plus utilisés, notamment les marchandises et les biens de forte consommation. Donc, c'est pourquoi nous avons pensé que nous sommes en phase avec cette idée de Keynes et que l'économie immédiate n'est pas une autarcie, mais c'est une approche de développement qui permet d'avoir une économie inclusive. C'est justement cela, mais ce n'est pas une autarcie. Et vous allez le voir plus tard que nous allons même parler du modèle chinois comme étant un modèle d'économie immédiate, parce que l'essentiel de leur production est destiné à leur marché intérieur. Mais également, ils sont très représentatifs sur le marché international. Alors, Dr. Ndongo Sambatila, un ami aussi, avait dit qu'on ne doit pas importer ce qu'on peut fabriquer. Voilà en fait la genèse de l'immédiateté. Alors, les caractéristiques de cette économie, c'est quoi? C'est une économie qui est réelle d'abord, qui est intégrative et qui est soutenue. Alors, ces trois caractéristiques, une économie réelle, pourquoi? Parce que ça s'érige contre l'économie spéculative, l'économie noire et criminelle, est basée sur un processus à partir de la matière brute du terroir. Dès l'instant que le produit brut constitue le point de départ de la création de richesse, on est dans une approche qui touche pratiquement l'aspect valorisation. Autrement dit, la valeur ajoutée devient plus importante. Quand vous importez un produit, il y a moins de valeur ajoutée que le produit qui émane de votre terroir et que vous avez transformé. Donc, c'est ça le caractère réel. Donc, ce n'est pas une économie spéculative. Intégrative dans la mesure où il y a une récusation de l'économie exclusiviste, prise en compte du secteur informel, de l'économie de gratuité. Il y a le développement communautaire, parce qu'en considérant la valeur non monétaire, l'économie de gratuité, on est dans une approche de développement communautaire, étant donné que tout est lié. L'intégration du coût non monétaire, comme je l'ai dit, qui permet également un financement participatif. C'est une économie soutenue parce qu'il y a le focus sur la nature de la valeur ajoutée. Le PIB se focalise sur la valeur ajoutée, mais pas sur la nature de la valeur ajoutée. Donc, ne se soucie pas de comment est cette valeur ajoutée. Et c'est ça que l'économie immédiate a voulu, en tout cas, réaliser à travers un caractère soutenu. Donc, une valeur ajoutée qui est portée pour l'essentiel par les producteurs qui sont résidents dans
une délimitation spatiale bien donnée. Encore maintenant aux éléments liés toujours à la méthodologie de mise en œuvre, ce qu'il faudrait retenir, c'est que c'est une systématisation. L'économie immédiate, en réalité, n'est pas une invention. Toutes les contrées ont leur économie immédiate, autrement dit, ont leur économie qui n'est pas assez perçue, mais qui se trouve là partout, à tous les niveaux, à toutes les échelles, mais qu'on n'a pas systématisé. Donc, c'est d'abord une question de systématisation. Et nous avons passé par rapport à cela. Comment systématiser cette méthodologie à partir d'une inspiration de Cheikh Anta qui avait fait la combinaison de l'effet des interactions sociales individuelles et collectives, de l'environnement et de l'accessibilité aux ressources. C'est là, en fait, l'approche de l'économie immédiate. Ce sont ces différents niveaux qui vont nous permettre d'avoir une sorte d'économie du bien commun, comme l'avait dit le prix Nobel de l'économie, Jean Tirole. Il y a une systématisation de la sufficiency economic philosophy, la philosophie de l'économie suffisante thaïlandaise. Ça, on l'a systématisé parce qu'on a vu qu'à plusieurs égards, cela mérite d'être mieux connu. C'est un don que la Thaïlande a fait à l'humanité, et notamment sur le plan des objectifs de développement durable. La systématisation également de la philosophie du contournement, parce que Cheikh Ahmad Bamba et Mohamed Younous ont utilisé cette approche. Cheikh Ahmad Bamba a utilisé le financement participatif qui a permis d'avoir au Sénégal les premières réalisations d'envergure, disons, publique, ont été effectuées à l'époque coloniale par Cheikh Ahmad Bamba et sa communauté. Mohamed Younous a mis en place un modèle bancaire grâce à cette approche de contournement. Et si vous lisez son ouvrage Un monde sans pauvreté, vous allez voir cela à la page 20 de son livre. Alors, donc, c'est ça qui nous a permis d'aller aussi dans une systématisation de l'approche coopérative. Donc, toutes ces systématisations, on n'a pas créé, mais on a pris ce qui a été fait de part et d'autre pour les rendre de manière beaucoup plus articulée. Et c'est là où Mamadou Dia avait bien raison en disant que si on veut créer un développement, il faut renforcer l'approche coopérative dans laquelle il faut quand il s'encarre disait, produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons. Alors, le deuxième aspect de cette méthodologie de l'économie immédiate, c'est la valorisation, comme je l'avais tantôt dit. L'économie immédiate se focalise sur la valorisation et l'optimisation. Voilà les deux stratégies économiques par lesquelles on met en œuvre une économie immédiate. Valorisation, parce que c'est un focus sur la nature de la valeur ajoutée, comme je l'ai dit. La stratégie, c'est d'avoir au moins 2 quarts de valeur ajoutée endogène sur l'essentiel des produits de grands segments, les produits des grands segments de consommation. Autrement dit, l'essentiel de la consommation, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas les infrastructures, mais c'est entre la consommation alimentaire, les soins de corps, la santé, etc. Donc, ces segments-là doivent, à mon avis, être endogénéisés. Il faudrait mettre en place des hôpitaux, des infrastructures qui permettent de régler ces aspects pour les populations. C'est un modèle de création de richesse avec un focus sur les produits à haute intensité de valeur ajoutée. Par rapport à l'optimisation, c'est l'endogénéisation des choix et filières. Cette endogénéisation nous permet de faire des priorisations des interventions structurantes. Et c'est ça, en fait, les deux aspects par lesquels on est dans une approche d'économie immédiate. Valorisation, c'est dans le processus de création. Optimisation, c'est dans le choix. Et là, on va tant vers la politique publique. Donc, ces aspects, une fois mis en œuvre, nous devons savoir qu'il y a des concepts consacrés par rapport à cette approche. Et là, on a utilisé, il y a le concept d'économie suffisante et économie immédiate. Là, le constat de l'économie de suffisance est son caractère immédiat. C'est ça que la conclusion que nous avions fait en Thaïlande. J'ai dit à nos amis thaïlandais que si votre économie est suffisante, c'est parce qu'elle est immédiate. Alors, c'est-à-dire l'essentiel repose sur les capacités d'endogénéisation des acteurs du lieu de production et de leurs besoins anthropologiques.
espace et culture. Une forme de pratique et non autarcie. Ça, je l'avais déjà dit. Approche terroir. Terroir, ça, on l'a emprunté au monde agricole. Le terroir, qui est l'espace de production agricole, consiste maintenant à la délimitation des interactions liées aux produits créés, en tout cas, à la création de richesses dans une sphère bien donnée. Alors, ce terroir-là transcende le territoire institutionnel. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, on a beaucoup de difficultés dans les découpages territoriaux. Des découpages territoriaux. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il faudrait prendre en compte cette dimension scientifique qui est différente de l'approche institutionnelle. Et là, ça permet de voir ce qui doit être réellement ce qui est visé. Et maintenant, on va aller maintenant transcender cela, soit en allant dans l'intercommunalité, ou en tout cas, on va inviter d'autres approches qui vont permettre de considérer cette donne institutionnelle. Mais l'essentiel étant sur le socle scientifique. Alors, par rapport à cette donne, il faut reconnaître que nous avons l'approche monographique. L'approche monographique, c'est l'essence même du changement que nous voulons à la base. Parce que dans cette approche, on intervient à partir des données statistiques. Quand vous voulez intervenir sur un terroir bien donné, vous allez prendre en compte l'ensemble des données liées à l'histoire, liées aux aspects socio-économiques, liées à l'environnement. Et à partir de là, vous avez une situation de référence qui va vous permettre de vous projeter par rapport à l'objectif de développement. Et là, vous voyez la pertinence par rapport aux objectifs de développement durable. Parce qu'on a une possibilité d'évaluer les progrès vers le changement. Et à dehors de cette, toujours dans le cadre de la clarification conceptuelle, ce qu'on appelle les initiatives entrepreneuriales individuelles. Au début, on avait toujours pensé qu'il y a des activités voilà, génératrices de revenus, et pour l'essentiel, ces activités n'étaient pas en fait prises comme des initiatives entrepreneuriales. En considérant la dimension intégrative de l'économie immédiate, on dit que, mais attendez, certes, ils ne sont pas pour l'instant de grandes entreprises, mais ils sont dans l'initiative entrepreneuriale. Et dès l'instant qu'on leur donne cette considération, ça permet de pouvoir les prendre en charge. C'est ça la dimension intégrative de l'économie immédiate. Ensuite, il y a l'approche groupement d'intérêt économique. Et là, je fais allusion aux nombreux échecs que l'État subit par rapport au financement du développement et notamment par rapport au financement des jeunes dans la création d'emplois. Beaucoup de jeunes se trouvent soit exclus du système, soit une fois qu'ils obtiennent le financement, ils sont toujours dans, voilà, ils échouent dans leur projet. Et nous avons pensé que la meilleure approche, c'est de faire le système d'associés à travers une approche groupement d'intérêt économique. Ensuite, approche coopérative, c'est toujours dans le même sens. Comment maintenant les regrouper en coopérative, et ça permet d'aller très rapidement vers une mutualisation des bonnes pratiques et des efforts. Et c'est également dans l'approche économie immédiate, trouver la solution horizontale comme alternative souvent à la solution verticale. L'exemple du riz en est une illustration. Hein. Quand l'on a voulu atteindre l'autosuffisance en riz, l'État a agi sur l'intensification des facteurs de production, alors que l'État pouvait utiliser la solution verticale en diversifiant les filières, et ce qui va réduire le besoin en riz, et ce qui permet d'avoir une autosuffisance. C'est une stratégie de contournement intelligente et durable, avec l'exemple de la projection d'autosuffisance en riz, comme je l'ai dit. Et nous avons également, par rapport à cette solution, de nombreux cas que nous sommes en train de réaliser dans l'économie, dans notre structure Afrimaction. Maintenant, par rapport à la structuration du secteur agricole, il faut retenir que nous sommes partis d'un principe. Le secteur agricole est le secteur le plus pertinent car les grands segments de consommation sont essentiellement agricoles. D'abord, premièrement. Deuxièmement, c'est le secteur le plus générique. Et troisièmement, c'est le secteur le plus structurant. À partir de ces trois principes, nous avons mis en place un développement triangulaire et intégré. À partir de la structuration du secteur agricole par une synergie d'autodéveloppement à la base par une approche communautaire
et de contribution citoyenne. 2, une gestion durable de l'environnement et du cadre de vie. Et là, on a une intelligence environnementale. 3, une création massive et structurante d'emplois, une exploitation valorisante de l'environnement, intelligence environnementale avec la dissémination de l'agriculture verticale à travers un réseau d'économie circulaire et de recyclage. À partir de ces 3 considérations, nous avons mis en place ce schéma. On va partir des initiatives entrepreneuriales individuelles qu'on va regrouper en GIE, et à partir de ces GIE, on va les accompagner avec les transferts de technologie en PME, PMI, et du coup, on va vers un développement industriel inclusif durable. Pourquoi développement industriel inclusif durable? Nous avons beaucoup de petites unités qui peuvent être créées. Je fais allusion à l'exemple de l'Inde. Il y a des machines qui sont accessibles à l'essentiel de la majorité de la population et qui peuvent leur permettre de créer beaucoup de richesses, beaucoup de produits, de biens qu'ils pourront vendre si on met en place un système de réseautage qui va leur permettre d'écouler les produits et qui va gérer la demande de consommation. Et à partir de là, on peut aboutir à une structuration, à une création massive d'emplois. Par rapport maintenant à la contribution à l'application des ODD, le contexte du suivi des ODD est le suivant. On a des difficultés liées à une faible articulation de l'agenda international avec les référentiels de planification nationale, notamment le plan Sénégal émergent et les plans locaux de développement. Là, je parle en connaissance de cause parce qu'on a toujours eu des problèmes pour intégrer lors des revues annuelles conjointes qui a été systématisé par l'État du Sénégal pour faire ressortir les performances par rapport aux objectifs de développement. Les revues se focalisent sur les réalisations issues des indicateurs nationaux. Et regardez ce qui se passe au Sénégal, comme dans beaucoup, j'ai pu voir que c'est pareil dans beaucoup de pays d'Afrique. Les ODD font l'objet d'évaluation en dehors même de ces revues annuelles conjointes qui concernent tous les secteurs de la politique publique. Donc, on a une difficulté à ce niveau, le suivi des ODD, parce qu'au niveau macro, c'est là où on essaie de le faire, mais ce n'est pas systématisé. Et il n'y a pas un suivi au niveau micro et au niveau méso. Faible mutualisation dans les interventions multisectorielles. Il y a des interventions qui vont toucher plusieurs cibles des ODD. Et là, il n'y a pas une mutualisation et ça pose véritablement un problème. Il y a une difficulté de suivi des performances sur le terrain et une inappropriation des objectifs de développement par les acteurs locaux. C'est pourquoi l'immédiateté permet de régler cela. Nous sommes partis du principe que toute action de développement pertinente doit contribuer à l'atteinte des ODD. Si tel est le cas, l'approche systématique de l'économie immédiate est générique. Alors, et de ce fait, la démarche, c'est quoi? Les 17 ODD sont agrégés en 3 pôles d'intervention. Dans le cas pratique d'affirmation, nous avons la dissémination de bonnes pratiques appelées les 7D. Nous avons 7 innovations mises en place à travers 3 concepts opératoires. Le concept de cours, la cour affirmation qui concentre toutes les interventions sur le capital humain. Donc, vous allez voir que ça va transcender beaucoup d'objectifs de développement, notamment les questions liées à l'éducation, la santé, l'égalité de genre, le sport, le bien-être, le concept de terroir qui regroupe toutes les interventions sur l'environnement, notamment les questions de changement climatique, de protection de l'environnement, le cadre de vie et le mode d'exploitation des ressources naturelles. Et le 3e concept qui centralise le mode de création de richesse accessible et endogène. Comment faire pour qu'il n'y ait pas cette pauvreté, qu'on puisse créer le maximum de richesse en mettant en place ce qu'on appelle les boutiques affirmation. Ce sont ces 3 concepts-là qui nous ont permis maintenant de pouvoir poursuivre le niveau, si on prend une localité, quelle est la situation initiale, quelle est la situation de référence, et pour voir maintenant le niveau d'évolution à partir d'un mécanisme de suivi participatif, intégré, qui concerne les acteurs de l'État, mais également les autres acteurs qui interviennent, notamment les ONG et les associations. Alors, les effets, c'est quoi donc?
c'est qu'on a des solutions aux nombreux échecs sur la problématique du financement de l'emploi des jeunes, absence de synergie entre les nombreuses structures étatiques. Au niveau du Sénégal, on a plusieurs structures qui financent, mais il n'y a pas une coordination entre elles. Et on devrait peut-être avoir un guichet unique qui permet de poursuivre chaque structure ayant son ciblage particulier, le tout regroupé à travers un grand cadre. Et là, on aurait moins de déperdition de fonds alloués, et ce qui permet de freiner la forte émigration clandestine. Ensuite, il y a comme effet la prise en compte des enjeux économiques, et il y a aussi comme effet une méthodologie de rationalisation et une alternative au statu quo des financements basés sur le budget de l'État. Il y a également une maîtrise des changements vers le progrès, parce que le suivi maintenant est au niveau le plus bas, le plus immédiat. Donc, il y a un suivi-évaluation grâce à l'entrée monographique que j'avais évoqué tantôt. Il y a une capitalisation des performances grâce à sa dimension développement communautaire, parce qu'à travers la Cour, comme vous l'avez dit, il y a une synergie des interventions et il y a un leadership transformationnel à partir de l'implantation de la Cour qui va sur tout ce qui est capital humain, bien-être, etc. Il y a une contribution aux moyens de mise en œuvre des ODD par l'approche entrepreneuriat social, conformément à l'esprit de la conférence d'Accra, qui a voulu que le développement soit également aussi porté et qu'on ait plus de considération aux acteurs non étatiques. Il y a enfin un renseignement des cibles des objectifs de développement au niveau micro. C'est ça l'avantage de cette approche économie immédiate et une appropriation par les acteurs à la base. Maintenant, par rapport à la solution que nous avons maintenant, la modélisation de l'indicateur de souveraineté économie immédiate, comment maintenant mesurer qu'un terroir est en train de faire des progrès, notamment par un indicateur qui permet d'appréhender le niveau de création de richesse à partir de la contribution des acteurs au PIB. Alors, le principe, c'est que le PIB ignore la nature de la création des biens et services. Le caractère endogène n'est pas appréhendé dans le PIB. Et la méthodologie, c'est quoi? C'est une délimitation spatiale du niveau de contribution des résidents. Si on prend un terroir, on fait la délimitation, on regarde l'ensemble des biens et services qui sont créés dans ce terroir et le niveau de consommation de ces biens pour voir la part de contribution des acteurs qui résident dans ce terroir sur la production et la consommation de l'ensemble de ces biens et services. Alors, dès l'instant qu'on est en mesure de voir quelle est la part dans l'ensemble des biens et services produits et consommés que le niveau local a contribué, ça nous permet de mesurer le niveau d'immédiateté de cette économie. Je donne l'exemple de la Chine. J'ai été là-bas au niveau de leur institut de planification en 2019. J'ai pu voir que, d'après les données que nous avons eues, que plus de presque 80% de leur production est destinée à leur marché intérieur. Ça veut dire que l'essentiel de leur production est créé par eux-mêmes et consommé par eux-mêmes. Voyez donc ce niveau de résilience qui constitue un avantage assez significatif. Alors, donc c'est un avantage dans la mesure où il y a une culture de la gestion des données au niveau local, il y a une co-construction et planification participative du développement à partir de la situation initiale que j'avais évoquée, obtenue grâce à l'entrée monographique. Il y a une maîtrise de l'évolution des indicateurs de développement grâce à la situation de référence. Et les conditions critiques, évidemment, il faut des conditions critiques pour cela, c'est qu'il faut avoir une fiabilité et une exigence de cohérence des données avec les enquêtes de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal pour un suivi des données au plan macro. Donc, il faudrait qu'on puisse avoir cette situation macro pour voir à l'échelle micro qu'est-ce qui a été fait et en agrégeant l'ensemble des réalisations au niveau micro, on peut avoir une contribution des ODD au niveau de l'agence, en tout cas dans le système de collecte des données au plan étatique. Donc, les niveaux micro pouvaient constituer des tests sur les possibilités de réalisation du cadre et c'est ça l'avantage
que nous avons pensé par rapport à cette approche. On a perdu Alioune. Ouais, je pense que c'est un problème de connexion, je pense. Il n'est plus du tout là. Attendons 2 minutes qu'il revienne. Ah, ben voilà. Voilà. Je crois qu'on avait perdu le réseau. Hein? Voilà, je disais que par rapport à l'illustration, nous avons mis en place des boutiques Afrimaction. Les boutiques ne sont qu'un élément d'un système assez complexe qui part d'un ciblage de produits au niveau des terroirs. Quels sont les produits qui vont nous permettre de créer le maximum de valeur ajoutée, qui peuvent créer le maximum, disons, d'emplois en se basant sur ce que nous appelons les grands segments de consommation. L'alimentation, la nourriture, les besoins en tout cas de très forte consommation sont les aspects qui peuvent structurellement, si ils sont soutenus, créer des emplois. Et c'est ça que nous avons mis en place avec la boutique Afrimaction, qui permet de valoriser les produits locaux, mais de les mettre également dans un vaste réseau qui va permettre de faire bénéficier aux jeunes des emplois. Et enfin, par rapport à cela, nous allons en conclusion dire que l'économie immédiate et comme approche pratique de la philosophie de l'économie suffisante peut constituer une parfaite réalisation des ODD par son caractère intrinsèquement générique et sa spécificité aux réalités locales. Elle a l'avantage de standardiser la sufficiency economic philosophy thaïlandaise à partir de son immédiateté qui est ciblage et non autarcie. Elle illustre le mérite du roi Raman IX comme l'un des éminents précurseurs du développement durable. Et en définitive, c'est une approche économique particulière, une approche politique de développement, une autonomisation à partir de l'intérieur. C'est ça, en fait, l'enjeu qui permet, en tout cas, au terroir de sortir de la morosité économique. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, Aliou. Merci pour cette présentation. Et donc, maintenant, on va passer, je pense, à la phase 2 des discussions. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à ce qu'il a dit ou des questions? Donc, bienvenue aussi à Ahmed, hein, qui vient de nous rejoindre, je pense, et aux autres. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait prendre la parole? Oui, je souhaite prendre la parole. Alex. Voilà, tout d'abord, merci Mamadou. Merci à Lyon pour cette excellente présentation. C'est un thème très intéressant. Nous avons travaillé ensemble pour cette conférence en ligne et nous sommes ravis que nous sommes ce jour J et que tu as pu présenter ces thèses très intéressantes. J'ai un commentaire et 2 questions. Alors, premièrement, je pense que la pertinence de l'approche immédiate dans le cadre des ODD, c'est que c'est une approche critique du partenariat mondial pour le développement qui se base essentiellement sur une approche internationale et qui ne met pas assez en avant les forces endogènes pour atteindre les ODD. Parce que, comme vous le savez certainement, l'ODD 17, qui mentionne le partenariat mondial pour le développement,
s'articule beaucoup sur une approche qui favorise le commerce, les investissements et moins sur les dimensions locales, les forces locales. Et je crois que c'est un thème, c'est pertinent ce que Alioune a dit, c'est qu'il faut aussi considérer les forces locales comme moyen de mise en œuvre. Et c'est cette approche endogène qui est intéressante. Cela étant dit, j'ai deux questions. Développement durable, ça présuppose un équilibre entre l'économie, le social et l'environnement. L'économie immédiate met beaucoup en avant l'économie et le social. Mais quand on pense développement durable, on pense aux générations futures et l'environnement. Donc, n'y a-t-il pas une contradiction entre une économie qui se veut immédiate et un développement durable qui pense aux générations futures? Donc, ça, la contradiction entre l'immédiateté et l'idée qu'on crée les conditions aussi pour les générations futures, qui présuppose qu'il y a une contradiction, à mon avis, avec la notion d'immédiateté. Après, la deuxième approche, tu as présenté l'exemple de la Chine. La Chine, c'est une économie intégrée d'1,3 milliard d'habitants. Bien évidemment, l'Afrique, composée de 54 États morcelés, l'Afrique est engagée dans un processus d'intégration économique avec l'accord de libre-échange qui a été signé, je crois, il y a 2 ans, qui est maintenant entré en vigueur. Donc, et tu as dit que l'économie immédiate, ce n'est pas l'autarcie. Donc, peux-tu commenter le lien entre est-ce que l'économie immédiate irait à l'encontre de l'intégration économique africaine? Voilà, c'est ça. Parce que est-ce qu'une application d'économie intégrate présupposerait que le Sénégal n'importe pas d'Afrique du Sud s'il peut produire? Parce que là, ça irait en contradiction avec l'intégration africaine. Donc, voilà, un commentaire et 2 questions. Merci encore. Vous voyez pourquoi j'ai commenté par la genèse du concept? Parce qu'on est parti d'abord du modèle thaïlandais. Le modèle thaïlandais est, à mon avis, jusque-là, je n'ai pas vu un modèle aussi, disons, qui accorde une importance aussi importante, en fait, une considération aussi importante aux objectifs de développement durable, notamment par rapport à l'environnement que le modèle thaïlandais. Parce que dans leur modèle, il y a ce qu'on appelle la modération, la prise en compte de l'environnement, et c'est à ce niveau même que la Thaïlande a fait des avancées majeures en interdisant l'utilisation d'engrais chimiques. Et c'est à partir de cela que nous avons dit que le modèle d'économie immédiate doit prendre cette approche. Autrement dit, en disant que nous allons créer le maximum d'emplois, on n'est pas dans cette approche purement capitaliste, parce qu'on a articulé cet emploi aux besoins de consommation immédiate. Alors, donc, c'est de manière raisonnée et en luttant contre voilà, les déperditions, notamment sur le plan voilà, de la création de biens de manière effrénée et qui, en fait, n'aboutit pas à un équilibre. C'est à ce niveau que nous sommes dans une approche purement raisonnée, parce que c'est le caractère raisonnable fait partie de cette économie suffisante. Et c'est à ce niveau que c'est en articulation avec le développement durable. Et par rapport maintenant à la zone de libre-échange africaine, là, nous avons dit que l'approche terroir, c'est le niveau d'interaction entre les acteurs économiques. Donc, le terroir est élastique. Alors, dans l'approche continentale, on considère toute l'Afrique comme un terroir. Et de ce point de vue, les biens qui sont créés, en tout cas, le niveau dont la personne se situe, doit d'abord être un niveau assez résilient, mais également doit pouvoir contribuer maintenant à ce terroir assez élastique. Autant Youn, il faut réactiver le micro, s'il te plaît.
Oui, d'ailleurs, c'est à ce niveau même, cette élasticité du terroir a été développée dans un ouvrage collectif avec le docteur Ahmed Bamba Diagne, qui est le directeur du laboratoire économique et monétaire de l'Université Cheikh Anta Diop, et le docteur Cheikh Gueye de ENDA. Nous avons fait un article à 3 et dans lequel on a expliqué la notion de terroir dans l'approche économie immédiate. Et la zone UMOA ou CDA peut être considérée comme un terroir, tout comme la zone continentale peut être considérée comme un terroir. Mais ce qu'il y a lieu de retenir, c'est le niveau de résilience le plus bas, le plus immédiat. Dès l'instant qu'il y a cette résilience, maintenant, il y a des produits que nous pouvons, à partir d'un point donné, vendre en dehors même du terroir immédiat, mais également des produits qui viennent d'ailleurs et qui sont consommés. Mais pour l'essentiel, il y a cette résilience. C'est ça, en fait, l'enjeu par rapport à cet espace. Mais ce n'est pas le fait qu'on se replie. On ne se replie pas. On considère également l'environnement par rapport aux deux questions de Alejandro. OK. Merci, Alioune. Donc, est-ce qu'il y a une autre question ou un autre commentaire? Ahmed Shbab avait levé la main. Ahmed, allez-y, Ahmed, je vous en prie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, je me permets de vous poser une question curieuse en lien avec l'économie immédiate et sur une composante fondamentale et structurelle qui m'importe beaucoup, qui est très importante et qui ne fait pas partie des 3 piliers de développement durable, c'est la dimension culturelle. Et cette dimension culturelle conjuguée à la dimension éducative constitue un couple interdépendant et complémentaires qui sont les axes mobilisateurs et dynamiques de tout type de développement et que malheureusement on ne cite pas. Et s'il y a une immédiateté qu'il faut d'abord privilégier pour aller vraiment dans le sens d'une vraie dynamique de développement au sens global de terme, avec toute conscience, c'est intégrer cette dimension culturelle, interculturelle et éducative pour qu'on puisse vraiment donner du sens à la vraie durabilité et à la vraie soutenabilité. Et pour cela, je me permets de dire s'il y a une immédiateté, quelle que soit sa nature, c'est d'abord rendre immédiat la culture et l'éducation, parce que si les deux, c'est-à-dire ce couple-là, ne bougent pas, on aura dû parler tout le temps de développement durable, on ne va jamais y arriver comme il faut. Et surtout en Afrique. En Afrique, avec beaucoup de diversité ethnique et culturelle, et si on ne focalise pas le grand axe de travail sur les deux éléments, on aura du mal à atteindre quoi que ce soit comme objectif. Voilà, j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus, parce que si on veut parler d'économie immédiate, on va d'abord inclure la dimension culturelle et éducative avant tout, avant même d'atteindre un peu ces objectifs et puis ces buts un peu liés à l'économie, que ce soit à l'échelle microéconomique ou macroéconomique. Merci. Merci beaucoup, Ahmed Shbab. Vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, votre question me semble davantage une parfaite contribution qu'une question, dans la mesure où j'abonde parfaitement sur sur le postulat, voilà, pas d'objectif de développement s'il n'y a pas cette première dimension culturelle. C'est pourquoi dans ce triangle dont je parlais, la cour, le terroir et la boutique, le premier élément, c'est d'abord un capital humain viable, une richesse humaine qui constitue la base même du développement. Alors, c'est ça, en fait, l'enjeu même de l'économie immédiate qui veut réconcilier l'économie avec sa nature originelle. Vous convenez avec moi que l'ultracapitalisme voilà, la société de consommation est en train de dénaturer même l'esprit même de l'économie. Il y a cette hégémonie qui fait que finalement, l'homme est transformé en marchandise. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé l'ouvrage L'économie du bien
commun de Chantirol, qui m'a également beaucoup inspiré dans la conceptualisation de l'économie immédiate, pour dire que c'est avant tout d'abord la dimension humaine, ensuite la dimension environnementale et enfin la dimension économique. Alors, c'est sur ces trois aspects dont le plus fondamental est l'aspect culturel, comme vous le dites, qui est raisonnable, qui est inclusive, qui est humaine et humaniste. Alors, de ce point de vue, cette interaction au plan social, sociologique et sociétal nous semble extrêmement important pour créer, en tout cas, un développement. L'exemple que je donne, quand on a des bandits à côté d'un quartier, si on ne fait rien, pensant que voilà, ce sont des personnes égarées, mais ce sont ces mêmes bandits qui vont un jour vous agresser. Et peut-être ce sont ces bandits qui vont hypothéquer tout le développement économique. Donc, je crois que cette dimension culturelle, à mon avis, est extrêmement importante. Le phénomène de l'immigration aussi en est un. Le président Abdou Diouf avait dit que si vous êtes des pays occidentaux, et des rapports qui n'étaient pas, en tout cas, très catholiques, très orthodoxes, ou en tout cas par rapport à l'époque, ce qu'on appelle la détérioration des termes de l'échange. Voilà donc cette Il me semble que la connexion est partie. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'est bon. Parti. Ça va. Non, ça va. C'était parti, mais là, c'est bien rétabli. On a répondu, modérateur? Oui, ça va. Ahmed, est-ce que ça va? Écoutez, c'est très bien. C'est une dimension large, vraiment à développer entre nous, un peu comme citoyens du monde et surtout d'origine africaine, parce que je trouve qu'elle est capitale. Le grand souci, un peu même des fois dans le côté même de ce qu'on appelle les psychopathologies interculturelles, qui revient dans notre mode de fonctionnement, c'est de revoir un peu toutes les deux composantes-là, éducatives et culturelles, pour pouvoir un peu trouver place de positionnement dans le monde. Si on n'arrive pas à nous corriger dans ce sens-là, ça peut bouger un peu, mais pas vraiment ce qu'on souhaite. Et donc, moi, c'est pour cela que je mets cet accent-là sur ces deux éléments de couple qui sont pour moi fondamentaux. Et même en côté politique, à l'échelle de l'Afrique, on parle beaucoup de politique, mais il y a aussi le pôle éthique. Le pôle éthique. Il y a l'éthique qui doit être conjuguée à une certaine exemplarité, à une certaine équité pour donner vraiment le sens à la responsabilité. Tant qu'acteur, tant que leader dans n'importe quelle institution ou même dans n'importe quelle représentation d'un pays. Merci. Merci beaucoup de la présentation. Je pense que c'est très clair. En tout cas, ça permet, je pense, à tout le monde de saisir ce que vous voulez dire quand vous parlez d'économie immédiate. Il y a une question et un commentaire d'Ahmed aussi sur laquelle je veux revenir, c'est-à-dire la question de la culture. Parce qu'évidemment, comme il l'a dit, je pense qu'aujourd'hui, dans toutes les critiques qui sont apportées un peu à l'économie telle qu'elle se fait sur le plan international, c'est surtout l'élément ou bien l'élément culturel qui est parfois oublié. Parmi cette culture, je peux parler de la langue, la diversité linguistique, évidemment beaucoup d'autres éléments. Et donc, je pense que aussi ça c'est important à clarifier et aussi à prendre en compte aussi dans toute nouvelle approche, en tout cas qui se veut adapter au contexte africain. Donc, ça, je pense que c'est très important. Mais évidemment, quand on parle de cette approche d'immédiateté dont Alioune parle, aussi, on peut y retrouver l'élément culturel. Parce que ça part de la base. Quand ça part de la base, on fait allusion d'abord aux besoins avant de parler de produits. Parce que je pense qu'on peut y avoir deux visions. Est-ce qu'on part des besoins pour essayer d'abord, pour essayer ensuite de
de trouver plus ou moins des produits ou des solutions qui soient adaptés, ou bien est-ce qu'on part du produit pour mettre on part du produit d'abord pour essayer de le vendre aux clients. C'est un peu ces deux éléments-là, je pense, qui sont importants. Et quand on part de la base, généralement, on part du besoin du client, y compris aussi ce besoin qui est lié un peu à la culture. Donc, ça, c'est autre. Mais là aussi, je voulais demander à Alioune, tel que lui, il définit une économie immédiate. Bien sûr, tu dis que vraiment, ce n'est pas de l'autarcie, mais quand on regarde au fond aussi, on peut se dire, est-ce qu'il est différent un peu de l'approche qui dit, essayons d'abord, enfermons-nous, essayons d'abord de nous développer industriellement pour ensuite nous ouvrir. Je pense que quand tu donnes l'exemple de la Chine, c'est un peu ça. C'est-à-dire que pendant un long moment, on essaie de s'enfermer sur nous-mêmes, et après, on essaie de développer nos industries locales en partant, bien sûr, d'un niveau beaucoup plus microéconomique. Une fois que maintenant ce développement industriel atteint un certain niveau, on pourra s'ouvrir. Parce que ça, c'est un grand débat en Afrique. Il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, et pas n'importe lesquels, hein, qui disent que ce que l'Afrique devrait faire, c'est d'apprendre un peu de la Chine. Nous ne pouvons pas avoir une économie et des industries qui sont quand même qui sont vraiment derrière. Oui? Allô, c'est bon? Allô? Oui, Mamadou, je vous entends. Oui, je On vous disais écoute, on vous écoute. Ok, allez-y. Donc, je disais qu'ici en Afrique, beaucoup de gens disent que vraiment, nous avons intérêt à prendre de la Chine. C'est-à-dire que nos industries aujourd'hui ne peuvent pas compétir avec les industries européennes. Voilà. Donc, en termes de coûts, ce n'est pas possible. En termes d'économie d'échelle, ce n'est pas possible. Et donc, nous avons intérêt à partir justement de la base pour ensuite attendre un certain niveau de développement, ce qui nous permettra justement aussi de nous ouvrir beaucoup plus facilement. Est-ce que c'est ce que vous prenez? Est-ce qu'il y a une différence? Donc, j'aimerais bien aussi que vous clarifiez justement cette question, parce que ça apporte une autre question que je vais poser en même temps. Quelle est la place du commerce international dans cette approche, dans ce modèle-là? Merci. Oui, merci Mamadou. En fait, cette question est très intéressante. Dans la mesure où je prends deux exemples souvent, la Chine et la Thaïlande. La Chine peut, à mon avis, être reculé sur certains, le modèle chinois reculé sur certains aspects. C'est un développement qui est très agressif par rapport à l'environnement, mais également c'est un développement assez articulé sur une industrialisation extrêmement rigoureuse. Par contre, la Thaïlande, regardez comment la Thaïlande a pu régler beaucoup de problèmes. Ils se sont dit que non, il ne faut pas qu'on aille coûte que coûte vers une industrialisation assez rigoureuse, mais partons de ce principe. D'abord, soyons autosuffisants, le riz étant leur produit de base. Maintenant, faisons de telle sorte qu'on soit autosuffisant. Et quand on aura un surplus, on va vendre ce surplus. C'est comme ça que la Thaïlande s'est positionnée comme premier producteur de riz au monde. Mais la différence par rapport à l'Afrique, je crois que nous, on doit partir d'une approche qui consiste à pouvoir d'abord, nous déterminer un modèle économique. C'est là où on a voulu peut-être proposer le modèle d'économie immédiate. C'est quoi? Ce n'est pas en fait refuser une industrialisation, on en a besoin, mais c'est mettre davantage l'accent sur la consommation, l'articulation entre la consommation de l'essentiel des besoins par rapport à la production. L'exemple que je donne, c'est que nous, notre déficit en termes de balance commerciale est essentiellement, depuis une certaine période, dû à ce que nous avons identifié comme étant les grands segments de consommation. Et vous voyez maintenant, si on maîtrise, si on endogénéise, si on est résilient par rapport à toute cette production que nous faisons à la base, il est évident que la répercussion va se sentir au plan des agrégats macroéconomiques. Et c'est pourquoi on a dit que l'Afrique, puisqu'il faut avoir quand même des avantages comparatifs pour pouvoir s'en sortir, on s'est dit qu'il faut prendre toutes les bonnes pratiques, notamment cette approche intégrée qui consiste à
prendre en compte la dimension non monétaire, le financement participatif et cette culture citoyenne qui, à mon avis, me semble extrêmement important parce que la culture citoyenne est une sorte de contribution en termes de taxes à la chose publique. Et vous voyez, si maintenant, à ce niveau, on parvient à économiser une part du budget, parce que c'est déjà réalisé par les citoyens, ça permet maintenant aux collectivités territoriales, par exemple, de pouvoir prendre cet argent pour en faire d'autres investissements. Je crois que c'est cette approche-là, intégrée, systémique, et notamment ce que Sankara disait, d'abord, maîtrisons notre système de consommation, faisons une optimisation sur les choix de production, et je crois que c'est en tout cas ces deux leviers, à mon avis, qui peuvent permettre à l'Afrique d'abord de pouvoir s'en sortir. Pour moi, l'enjeu et l'urgence, c'est d'abord la résilience. Soyons résilients et ensuite, maintenant, comme l'avait dit le roi Rama IX, et ensuite on va passer à l'étape maintenant d'industrialisation parce qu'on aura capitalisé beaucoup d'avantages sur le plan monétaire. On a atténué le surendettement et du coup, on pourra investir cet argent dans des secteurs beaucoup structurants. Okay. Je peux placer un petit mot, s'il vous plaît. Allez-y. Vous m'entendez? Oui, allez-y, Ahmed, allez-y. En fait, je vous écoute attentivement, mais j'aimerais bien vous dire qu'on doit mettre le curseur entre deux éléments qui sont aux extrêmes. Le premier, c'est l'économie informelle, qui est beaucoup fréquente et marquante dans notre continent africain, et qui est en lien avec l'aspect éducatif et culturel, vu qu'il y a le problème de ce côté-là. C'est pour cela que tout le monde va à la débrouille pour gagner sa vie, survivre n'importe comment, d'où un peu cette économie informelle. Et puis, il y a une autre composante à l'extrême imposée de plus en plus, vu qu'on est dans un monde du numérique et de nouvelles technologies d'information et de communication. Il y a ce qu'on appelle un nouvel aspect d'économie qui est marquant et qui prend le large de plus en plus, c'est ce qu'on appelle l'économie de savoir et de connaissance. Et je vous laisse un peu mettre le curseur entre les deux. D'un côté, une économie informelle qui est marquante et qui est même des fois imposante vu les circonstances précaires, vulnérables et même d'aridité, d'exéricité et tout ce qui va dans ce sens un peu lié un peu à des limites de vie et de minimum de vie des fois, qui fait que la vie est difficile et c'est difficile de sortir la tête un peu pour retrouver sa bonne position sociale et économique et même, alors là, comment dirais-je, pour l'environnemental. Et donc, du coup, et puis il y a cet aspect qui marque encore le monde, c'est cette économie de savoir et de connaissances. Du coup, notre but, c'est vraiment de vraiment faire positionner ce curseur-là, de vraiment savoir comment le diriger. Et donc, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est la base. L'économie immédiate ne pourra pas avoir place ni prendre place si d'abord on ne revient pas sur le côté éducatif de base, d'instruction de base et côté culturel et interculturel de base, parce que c'est la source qui va nous sauver de cette, en fait, je dirais même à l'extrême, une sorte d'ignorance sacrée des fois qui fait qu'on patauge un peu comme un peu d'une manière ou d'une autre pour trouver place et puis après, voir un peu pour pouvoir un peu atteindre au moins les balbutiements de cette économie de savoir et de connaissance pour trouver place un peu à l'échelle universelle et mondiale. Donc, du coup, c'est à nous de faire bouger ce curseur d'une manière ou d'une autre et c'est une responsabilité partagée à intégrer pour tout le monde, les acteurs associatifs, les acteurs d'entreprises, petites, moyennes ou grandes, et puis les acteurs territoriaux, également représentants de gouvernements, et même à l'échelle de l'Union africaine, en tant que continent, pour pouvoir un peu se positionner et pour pouvoir un peu être dans la vraie coopération sud-sud, et puis avec une certaine autonomie continentale, indépendante, pour trouver place par rapport au reste du monde. Voilà. Merci. Merci. Merci Ahmed pour ce complément. Bah, je pense que l'essentiel a été déjà dit. Ouais, je pense que donc on peut donc tout à fait synthétiser par rapport à tout ce qui a été dit. À mon avis, ce qui est encore plus important, c'est justement qu'il présente justement l'économie immédiate et qu'il essaie de faire aussi le lien
avec les objectifs du développement durable. Il y a beaucoup d'éléments qui sont ressortis un peu de cette discussion. Ce qu'Alioune présente, c'est un peu une économie qui part de la base, qui prend quand même les besoins locaux pour essayer d'en faire quelque chose qui soit solide avant qu'on arrive à un niveau beaucoup plus macro. Et certains éléments aussi qui ont été un peu évoqués, justement, c'est la place du commerce international dans ce qu'il dit, même si de part aussi, ce qu'il défend, c'est pas quand même, c'est différent un peu d'une situation autarcique, ce qu'on comprend aussi par rapport à ce qu'il dit, et la place du commerce international, parce que aussi, ce que nous pensons et que nous défendons fondamentalement, c'est que le continent africain aussi a besoin quand même du monde extérieur, mais aussi quand même au niveau du transfert logistique et tous ces éléments-là. Il y a toujours quand même, je pense, une certaine forme de partenariat qui pourrait être bénéfique à tout le monde. Et donc, ce qui nous permet aussi de dire que le commerce international a tout à fait aussi sa place dans cette nouvelle approche présentée aussi par Alioune. Évidemment, il y a aussi, je pense, des limites. On n'a pas eu peut-être le temps d'en parler. Et c'est Ahmed même qui a évoqué, qui me semble un élément très important, la place de l'agriculture. Parce que quand on parle aussi d'un développement qui part de la base, surtout dans le contexte africain, l'élément culturel est fondamental. Il y a déjà même des modèles qui ont été développés là-dessus, notamment sur l'accès au financement, les impacts que cela pourrait avoir sur les bénéficiaires. On a montré des cas où, lorsque la personne parle même la langue du bailleur et lorsqu'elle parle aussi une autre langue. Donc voilà, tant d'éléments pour dire que toutes ces questions-là, je pense, ont été importantes et méritent d'être prises en question aussi et par Alioune et je pense par tous ceux qui s'intéressent aussi à l'économie mondiale. Bien entendu. En tout cas, on est très content de votre présentation. Merci beaucoup. Parce qu'au-delà aussi de la présentation que vous avez faite aussi, je rappelle qu'Alioune était le premier président, mais qui jusqu'à présent aussi joue un rôle très important d'Africa 21 Sénégal par son lobbying, par ses connaissances et aussi par le dynamisme qu'elle apporte dans le groupe. Donc, en tant que président d'Africa 21 aussi, je pense que c'est le moment de le remercier, de les féliciter et surtout d'avoir eu l'initiative personnelle tout au début d'organiser cette conférence. Et voilà, en tout cas, nous avons appris beaucoup de choses. Avec plaisir aussi, nous avons écouté. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Merci. Tous les honneurs vous reviennent.